Bonjour à tous, bienvenue au sommet On n'est pas que des parents. On vous accueille aujourd'hui pour cette deuxième journée autour de l'enfance et on clôture cette journée pour parler de l'école. Je reçois Karine qui va se présenter dans quelques minutes pour parler du retard, des troubles et difficultés que vos enfants peuvent rencontrer. Karine, je vais te laisser la main et je vais essayer de te présenter s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Je suis Karine Rocou, je suis enseignante depuis de nombreuses années. J'ai commencé d'abord comme enseignante en école primaire classique. Et puis, ça fait 10 ans maintenant que je suis avec des élèves porteurs de troubles des fonctions cognitives et de troubles des apprentissages dans un collège, donc avec des adolescents. J'ai développé depuis 2021 un cabinet en parallèle de mon activité d'enseignante pour proposer un accompagnement des parents justement face à la difficulté scolaire et depuis peu aussi un accompagnement en termes de graphothérapie avec la proposition de bilan graphomoteur et de rééducation de l'écriture. Alors, je pense que peu de personnes savent ce que c'est, parce que c'est quand même assez peu connu, mais justement, on va vous aiguiller pendant cette conférence pour savoir un peu qu'est-ce que la graphothérapie. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, nous définir ces termes qu'on a mis dans le titre de retard, de trouble, de difficulté, qui sont trois mots un peu similaires, mais en même temps qui ne veulent pas forcément dire les mêmes choses. Qu'est-ce que ça veut dire et comment toi tu les définis? Ouais. Déjà, ce n'est pas moi qui les définis, hein. Ils sont définis par des gens, des théoriciens, des spécialistes, mais c'est vrai que c'est quand même assez vulgarisé dans le cadre de l'enseignement spécialisé. Le retard, déjà, dès lors que votre enfant se plaint ou alors que vous êtes alerté par l'enseignant, on suppose qu'il y a une difficulté. La difficulté, elle peut être de différentes... elle peut prendre différents profils. Ça peut être une difficulté relationnelle, ça peut être une difficulté vraiment pour le travail scolaire à proprement parler. Ça peut être aussi des blocages. Déjà, il faut s'interroger sur cette difficulté. Quelle est la nature de cette difficulté? À quel moment elle est observée, si ce n'est pas dans le cadre familial? Et voilà, savoir justement comment répondre à cette difficulté qu'a votre enfant. Ensuite, le retard, il est observé il peut avoir différentes raisons, mais la source, après, c'est pas le plus important. Le fait est qu'un retard peut avoir une conséquence sur la scolarité. Un exemple, un enfant qui prend du temps pour apprendre à lire, qui peut éventuellement avoir besoin de plus de temps que les autres. On peut lui proposer du soutien scolaire ou bien de l'aide personnalisée dans le cadre de l'école ou alors carrément d'aller faire un bilan et de voir une orthophoniste. Donc cet enfant, il va cheminer à son rythme, il va finalement apprendre à lire. Et quand on le retrouve 2 années plus tard dans le contexte du CE2, eh bien, il va avoir les mêmes capacités de lecture que les autres. Donc là, dans ces cas-là, on parle vraiment d'un retard. S'il y a un trouble, alors que ce soit un trouble pour la lecture ou pour l'écriture ou pour le calcul, bon, après, si vous voulez, si tu veux, on expliquera un petit peu ce que sont les troubles des apprentissages peut-être. Oui. Mais en tout cas, un enfant qui a un trouble, c'est un enfant qui ne va pas automatiser l'apprentissage. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de la lecture, le même enfant, 2 ans plus tard, c'est-à-dire au CE2, il sera toujours en train d'essayer d'apprendre, essayer de trouver les bons sons, d'associer les sons pour réussir à lire des syllabes, etc. Est-ce qu'on peut dire que ça veut dire que l'apprentissage ne s'intègre pas, enfin, qu'il n'arrive pas à intégrer l'apprentissage? Donc, Il peut pas s'automatiser, en fait. D'accord, ok. C'est le principe du trouble, quel que soit le trouble, que ce soit l'écriture, le calcul, les problèmes praxiques, les problèmes d'écriture, comme je l'ai dit. Ça ne s'automatise pas. Donc, il faut travailler davantage. Je vous ai juste préparé
pour que vous puissiez bien comprendre les différentes étapes pour l'apprentissage de la lecture, parce que c'est vrai que c'est surtout là-dessus que les parents, au début, ont tendance à focaliser. Donc, on dit qu'il y a 5 étapes pour l'apprentissage de la lecture. Donc, je vous donne un exemple avec une phrase. Donc, au début, par exemple, avec le mot voiture. Donc, l'enfant, au début, va décomposer les mots en lettres syllabes. Et pour le mot voiture, il va dire voiture. D'accord? Ça, c'est la première étape. Ensuite, il va décomposer le mot en syllabes et il va dire voiture. Ensuite, il va être capable de lire mot à mot, mais en prenant du temps. Donc, il va lire, par exemple, pour la phrase « la voiture est neuve », il va dire « la voiture est neuve ». Ensuite, donc la 4e étape, l'enfant va lire la phrase « la voiture est neuve ». Et la 5e étape, ça va être, donc c'est là aussi qu'on se rend compte que la compréhension est intégrée, il va vraiment mettre le ton. Et par exemple, s'il y a un point d'exclamation à la fin de la phrase, il va dire « la voiture est neuve ». Il va vraiment mettre le ton. Et donc, l'enfant qui a un apprentissage de lecture, il va passer par ces étapes-là. Un enfant qui est porteur d'un trouble, il ne va pas réussir à accéder à la 5e étape, en tout cas avec difficulté s'il n'est pas du tout accompagné. Et pour vous donner un exemple concret sur des élèves que j'accompagne au niveau du collège, lire avec le ton, avec intonation, c'est très difficile, même après 12 ans, même après 15 ans, quand il y a une dyslexie assez sévère. D'accord, ok, très intéressant. Le deuxième point qu'on a évoqué lors de la préparation, c'était le fait d'avoir confiance en son enfant et ses capacités et un petit peu quel est le rôle du parent, le fait de connaître les rythmes de développement, comme tu dis, c'est plus ces différentes étapes et comment je soutiens les capacités de mon enfant, quels que soient ses troubles, ses difficultés ou ses retards. Oui, alors le plus important pour un enfant qui est en difficulté, c'est effectivement qu'il se sente soutenu, écouté, compris. Le pire pour un enfant qui a des difficultés, c'est un parent qui va le comparer aux autres. Donc ça, c'est vraiment important. À chaque fois que vous comparez votre enfant à un autre qui est en réussite, il va perdre confiance. Et la perte de confiance, elle va augmenter avec le temps parce qu'il va y avoir une prise de conscience justement du fait qu'il est peut-être différent des autres et il va avoir tendance à focaliser et dans d'autres situations où les parents ne sont pas présents, il va avoir tendance à se comparer lui-même aux autres et à se dire ah bah oui, alors elle fait ça, lui il fait ça, moi ça j'y arrive pas. Et on va entamer ce qu'on appelle la spirale de l'échec. C'est-à-dire que petit à petit, il perd confiance en lui, il perd sa motivation. Et quand on arrive à l'âge adolescent, qui est très problématique aussi au niveau psychologique, eh bien, on peut arriver au décrochage scolaire. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Donc, prendre en compte le rythme de développement de son enfant. Donc, je voulais vous parler un petit peu de l'apprentissage aussi de la parole. Tout comme pour la lecture, la parole, ça prend du temps. Donc, au début, l'enfant va émettre des sons, ensuite, il va vocaliser, ensuite, il va dire des syllabes, puis de petits mots, puis il va commencer à faire des phrases. Et vers 4-5 ans, on dit qu'il est capable de construire des phrases et de faire des phrases dites complexes, c'est-à-dire des phrases avec plusieurs verbes. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans les livres. C'est vers 4-5 ans. Mais si votre enfant à 5 ans et demi, il a tendance à faire des phrases plutôt simples, il a des difficultés à conjuguer les verbes, il n'arrive pas à dire « je », on peut s'interroger, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y parviendra jamais.
C'est-à-dire que peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de temps et c'est vrai qu'il faut aussi, en tant que parent, respecter l'identité de son enfant et le fait qu'il y a effectivement une norme, mais on n'est pas non plus obligé de vérifier la norme toutes les 5 minutes. Et une chose qu'on entend souvent, et même moi je le dis, c'est que chaque enfant a ses compétences. Enfin, on a tous des compétences différentes. Tu es meilleur en couture et moi en cuisine. Bref, on a chacun nos compétences. Et est-ce que nos enfants, tu vois, l'enfant X, il va être plus sur la lecture et donc il va aller plus vite là-dessus. L'enfant Y, plus sur la motricité. Donc à 3 ans, il fera du vélo. Et en fait, ils ont aussi un ordre dans lequel ils font les choses et qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu partages? Oui, en effet. Mais c'est vrai qu'après, nous, on est rattrapé, dans le cadre scolaire, on est rattrapé par des programmes. C'est-à-dire un enfant, par exemple, qui n'aime pas l'eau et qui refuse d'aller à la piscine et qu'on ne force pas jamais à aller à la piscine, il va être pénalisé à un moment quand, dans le contexte scolaire, on va lui proposer justement des séances de natation, etc. Même chose pour l'apprentissage du vélo. C'est vrai que on n'aime pas contraindre nos enfants, on essaie de les écouter, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des situations où dans la vie scolaire, dans la vie en société, parce que l'école, c'est quand même une micro-société, hein, il faut aussi permettre à l'enfant de se sentir à l'aise et qu'il se sente à sa place dans cette organisation. Et s'il est le seul à ne pas aimer l'eau ou s'il est le seul à ne pas savoir faire de vélo, quelque part, à un moment, il va se sentir stigmatisé, ça va le déranger. Et il peut par la suite, une fois adolescent ou jeune adulte, reprocher à ses parents de ne pas l'avoir forcé à faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire quand il était plus jeune, parce que ça reste la responsabilité des parents et des éducateurs que de permettre à l'enfant de découvrir un maximum de choses. Mais d'où l'intérêt, comme tu disais, d'avoir une démarche où, même si le mot forcer est peut-être le bon, mais pour moi, il y a forcer et forcer. Il y a forcer en te disant t'es nul si tu le fais pas, et te forcer en te disant t'es capable de le faire et je suis là. Et en fait, tu as le droit de tomber en vélo, c'est pas grave, et je vais te relever et on va remonter, et au final, tu vas y arriver. Je pense qu'il y a aussi deux approches dans le fait de forcer son enfant. Moi, je sais que j'ai déjà forcé mon fils à faire de l'acrobranche, et au final, il était trop content, il a réussi. Mais voilà, j'étais en mode, je soutenais en fait ses compétences. Et je pense qu'il y a aussi ça que les parents doivent avoir en tête, c'est il y a forcer et forcer. On voit des parents au parc qui disent non mais monte, sinon regarde lui, regarde il est plus petit, il le fait. Comme tu disais, la comparaison. Mais après, d'en forcer, moi je préfère dire voilà, accompagner, ouvrir le champ des possibles, ouvrir l'esprit, permettre physiquement la prise de risque, voilà, sortir l'enfant de sa zone de confort en toute sécurité, en toute bienveillance, évidemment. Ok, très intéressant. Après, tu souhaitais qu'on fasse un petit focus sur tout ce qui est acquisition du langage, de la lecture et de l'écriture. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que tu as des compléments sur ces 3 points qui sont des grandes étapes de la vie, de la scolarité de nos enfants? Oui. Alors, est-ce que j'ai suffisamment expliqué? Dis-moi, parce que c'est vrai que je ne me rends pas toujours compte du degré d'information des gens. Est-ce que tu penses que c'est clair la différence entre la difficulté, le trouble? Pour moi, oui. Après, tu sais, s'il y a des questions, les gens peuvent nous écrire. Ils ont tes coordonnées. Donc, peut-être que ça amènera des questions et puis tant mieux. D'accord. Donc au niveau de la lecture, je crois que j'ai un petit peu détaillé. C'est vrai que je voulais insister sur le fait que la lecture, donc ça commence dès le plus jeune âge, hein, puisque dès tout petit, en fait, quand l'enfant est capable d'être un peu attentif pour écouter ses parents, on peut commencer à lire des livres dès tout petit, hein, je dirais, je sais pas, des 6 mois, enfin voilà. L'objet livre, il est important. Il faut que l'objet livre, en fait, rentre dans la vie de l'enfant le plus tôt possible.
parce que c'est vraiment ça aussi qui va permettre à l'enfant de se familiariser avec, alors au début, bien sûr, il ne donne pas de sens, mais ils comprennent assez vite que cet objet est porteur de messages et porteur d'illustrations pour les petits. Et voilà, ça va favoriser l'intérêt après pour la lecture. Pour ce qui est de l'écriture, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va commencer dès tout petit et puis on va aller vers la précision graphique. Au début, ça va être plus du travail de motricité, puis de motricité fine, et puis de graphomotricité pour aller vers l'apprentissage des formes, ce qu'on appelle les formes prescripturales. Donc, par exemple, les boucles qui par la suite feront les L, les F, les E, etc. Donc, toutes ces acquisitions qui se font dans le cadre de la maternelle sont absolument fondamentales. On a trop souvent tendance à dénigrer le travail qui est fait en maternelle sous prétexte que c'est un travail qui n'est pas intellectualisé, qui est très concret, qui ne fait pas forcément appel à l'abstraction, qui est accessible à tous facilement pour les grands frères, les grandes sœurs, les parents. Et de ce fait, on a tendance à considérer que ça ne sert à rien. Mais c'est vraiment une erreur assez commune. On considère d'ailleurs que si l'enfant ne va pas se prend une semaine de vacances supplémentaires parce qu'il est scolarisé en maternelle, c'est pas grave. Voilà, moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Ah, j'ai quelque chose qui est apparu sur mon écran, pas vous, j'espère. Et donc l'apprentissage en maternelle, c'est vraiment le début des apprentissages fondamentaux qui, par la suite, vont être développés à l'école élémentaire. Donc, pour revenir juste sur l'écriture, on travaille dès la petite section avec tout ce que je vous ai dit avant et on considère que l'écriture est vraiment acquise à la fin du CE1. D'accord. Il y a encore une grosse phase d'apprentissage en CP et en CE1 pour finaliser ce dessin, en tout cas, des lettres, quoi. Voilà, oui, ce qu'on appelle le geste graphique. Et si votre enfant, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu un appel d'un papa, son enfant, il est en CP et lui trouve qu'il écrit mal. Donc, il m'appelait pour faire un bilan graphomoteur. Je lui ai posé quelques questions. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était son avis à lui, d'adulte, qu'il ne tenait pas compte justement des stades de développement et du fait que son enfant a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Et je lui ai demandé, bien sûr, alors ça, c'est la première question que je pose, qui vous a demandé de faire un bilan ? Quel spécialiste ou est-ce que la maîtresse ou le maître vous a conseillé de faire un bilan ? Ben non, c'était juste son avis à lui, parent. Et voilà, simplement, je lui ai conseillé de laisser un peu de temps à son enfant avant de s'inquiéter, l'inquiéter lui aussi, parce que bon, un parent qui s'inquiète pour son enfant, c'est aussi, bien sûr, un enfant qui s'inquiète pour lui et pour lui-même. Et donc, voilà, c'est pas nécessaire d'entamer des rééducations si personne n'a dit qu'il y avait de problème en dehors de ce que considèrent les parents. Ça fait une bonne transition, mais juste avant, je voulais, par rapport à ce papa, moi je trouve ce qui est dommageable dans cette démarche, c'est très bien de s'inquiéter et je pense qu'il vaut mieux s'inquiéter un peu trop tôt que d'être dans un détachement parental et de n'en avoir rien à faire de ses enfants. Mais tu vois, je pense que ces termes, il les a en face de son enfant et que peut-être que l'enfant l'entend. Et là, je trouve ça dur pour l'enfant à 6 ans d'entendre « j'écris mal ». En fait, je trouve que tu vois, niveau confiance, on en parlait avant, ça vient rapidement. C'est sûr, oui. Ça paye quelque chose qui est déjà très instable quand on est petit. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, quand tu disais il n'y a pas eu de demande de la part de la maîtresse, justement, s'il y a une demande de la maîtresse, si la maîtresse vous dit « ah, j'ai un doute sur ça, je me pose la question sur ça », que ce soit en termes de lecture, d'écriture ou même de langage,
c'est quoi la carte routière des parents? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il faut faire si on a une alerte de la maîtresse par rapport à des difficultés ou autres que pourrait avoir notre enfant? C'est vrai que la plupart du temps, les enseignants vont dire il faut faire un bilan orthophonique. Parce que justement, c'est la procédure. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des difficultés, il faut faire le bilan orthophonique et c'est un peu la seule pièce officielle reconnue pour, s'il y a des troubles d'apprentissage, ensuite avoir une reconnaissance MDPH, des aménagements d'examen, etc. pour les enfants plus grands. Donc, MDPH, c'est un dossier qui, je vais vulgariser, c'est juste pour qu'on comprenne, qui vient dire qu'en gros, l'enfant a un trouble, un handicap au sens large, et qui va permettre une prise en charge des parents pour pas qu'il y ait des frais, en gros, pour la famille. Voilà, pour simplifier. C'est sûrement plus complexe, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne, parce que tout le monde ne connaît pas ce terme. Excuse-moi. Voilà, donc, et puis aussi beaucoup pour avoir des accompagnements au sein de l'école. C'est-à-dire, par exemple, avoir une accompagnante scolaire, donc une AESH, ou avoir un temps partagé sur un établissement spécialisé et l'école. Enfin, voilà. Là, on parle de ces situations quand il y a justement un trouble des apprentissages, un handicap avéré. Mais pour ça, justement, il faut faire des bilans. Donc, les bilans qui sont demandés, la plupart du temps, c'est, comme je vous disais, le bilan orthophonique dans les petites classes, parce que justement, l'enfant soit a du mal à s'exprimer, soit a du mal à lire, a du mal à apprendre à lire, à écrire, etc. Et effectivement, l'orthophoniste, c'est la personne qui peut permettre de diagnostiquer soit une dyslexie, soit une dysorthographie, soit une dysphasie. Donc, il faut que je précise ça. Oui, rapidement, oui, dis ce que c'est, oui, quand même. Donc, la dyslexie, c'est la difficulté dès lors que le langage est écrit, donc la difficulté à lire, à prononcer les mots, à les écrire, à écrire les sons. Donc, après, on va avoir aussi la dysorthographie avec la difficulté à orthographier, globalement. Segmenté, voilà, des fois, ils se trompent sur... Enfin bon, je ne vais pas donner trop d'exemples parce que c'est vrai que sinon on va aller dans des situations qui ne concernent pas forcément tout le monde. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un vaste sujet qui, je vous présenterai après des livres qui peuvent justement étayer mon propos et permettre aux parents de bien se documenter. Tu peux m'aider, Lucie? Je ne sais plus où j'en étais. Oui, on disait l'orthophoniste est la personne qui va faire le bilan, qui va poser un petit peu les étiquettes sur l'enfant pour dire de quoi il est, qu'est-ce qui se passe, en tout cas par rapport à cette difficulté, ce trouble ou ce retard. Voilà, c'est ça. Ensuite, on peut aussi demander, donc les parents peuvent faire un bilan chez la psychomotricienne. Donc là, ça va être recommandé quand justement quand l'enfant a du mal n'est pas très bien latéralisé. Par exemple, il peut avoir des pertes d'équilibre. Il a du mal à faire certaines actions. Il fait souvent tomber des choses. Il perd ses affaires. Il n'est pas repéré dans le temps. Il va se tromper. Enfin voilà, il y a des erreurs dans l'organisation matérielle et physique, on va dire, au quotidien. Et donc, ça, c'est plus effectivement la psychomotricienne qui va le diagnostiquer avec un bilan en psychomotricité. Ensuite, si l'enfant a une déficience intellectuelle, si on s'interroge en fait sur les capacités cognitives de l'enfant, c'est une psychologue, donc oui, une psychologue. Alors ça peut être fait dans le bilan, dans le cadre, pardon, d'un bilan scolaire. Donc il y a une psychologue de l'éducation nationale qui peut faire ce bilan, mais sinon ça se fait aussi la plupart du temps avec une psychologue libérale. Et donc c'est ce qu'on appelle un bilan psychométrique pour mesurer en fait les capacités cognitives et intellectuelles de l'enfant. Ça, c'est à peu près les 3 bilans, je dirais, classiques qui sont demandés pour obtenir justement des aides, un accompagnement
avec la MDPH. C'est aussi ce genre de bilan qui vont être demandés par l'école, par exemple, si on doit faire justement des aménagements pour faire un PAP ou un PPRE, voilà, pour que l'enfant en fait soit mieux accompagné au quotidien dans le contexte scolaire. Okay. Et puis, quand même, je vais parler de mon activité peut-être. Oui. On peut aussi donc faire un bilan graphomoteur dès lors qu'il y a une difficulté d'écriture. Donc, comment est-ce qu'on détecte une difficulté d'écriture? Ça va être soit une lenteur d'écriture, donc l'enfant est vraiment très très lent et puis on a l'impression qu'il dessine les lettres plutôt que de les écrire. Ça peut être une difficulté à être lu, tout simplement. Donc, quand on écrit, en fait, quand il écrit, les enseignants ne parviennent pas à lire ce qu'il a écrit, ou alors c'est très mal écrit, on doit deviner, certaines lettres sont mal formées, etc. Il peut aussi avoir du mal à suivre les lignes. Donc ça peut être aussi diagnostiqué par la psychomotricienne. Et il peut avoir, donc qu'est-ce que j'ai dit, la lenteur, la lisibilité, et il peut avoir aussi des douleurs. Donc c'est vrai que quand on tient mal son stylo, quand on a une mauvaise posture ou qu'on a de mauvaises habitudes, il y a des enfants qui ont mal donc, au niveau des articulations, mais aussi ça peut irradier dans l'avant-bras, ça peut même des fois monter jusqu'à l'épaule. Parce qu'en fait, ils sont tellement crispés, un peu stressés par l'exercice d'écriture que finalement, ils se tétanisent et ça crée des douleurs qui sont récurrentes au quotidien, donc, qui sont très pénibles. D'accord. Et donc le bilan graphomoteur, il vient en complément des bilans ortho et psychomotes. C'est ça. Bon, après, tous les bilans ne sont pas automatiques, hein. C'est-à-dire que de toute façon, dès lors que l'enfant a des difficultés, l'enseignant ou l'enseignante va vous dire je vous conseille de faire ceci ou cela. Mais c'est aussi un peu pour ça que j'ai imaginé, que j'ai créé cette activité d'accompagnement des parents. C'est parce que justement, dans mon quotidien, d'enseignante, j'avais beaucoup de parents qui me posaient des questions parce qu'ils ne savaient pas à quelle porte frapper en priorité. Donc, le fait de faire le point avec un enseignant ou avec voilà, une personne qui va vous permettre d'avoir un peu de recul sur votre situation, ça peut aider aussi parce que les bilans, il faut savoir que les spécialistes sont quand même très occupés, enfin, notamment les orthophonistes, c'est minimum 1 an, voire des fois 1 an et demi d'attente. Généralement, on conseille aux parents de se mettre sur plusieurs listes d'attente. Moi, je connais des orthophonistes qui ont des listes d'attente à 3 chiffres. Donc voilà, c'est vraiment problématique dans toutes les régions, hein. Ce n'est pas seulement en Île-de-France, hein. Et donc, voilà, des fois, il faut chercher d'autres solutions que simplement le bilan orthophonique. C'est pour ça que c'est important d'être sûr que le problème, c'est le langage oral ou écrit, ou alors est-ce que le problème est ailleurs, auquel cas on peut essayer d'aller voir un autre spécialiste. Ok. Et pour bien comprendre la différence entre la partie psychomotricité et graphothérapeute, est-ce que tu as graphomoteur, un bilan psychomoteur ou bilan graphomoteur? Est-ce que tu as 2-3 points pour vraiment qu'on différencie les deux, parce qu'on est tous les deux autour de la motricité, qu'elle soit fine ou un peu moins fine? Alors, en fait, la psychomotricienne, la formation pour devenir psychomotricienne, c'est une formation, c'est un diplôme d'État. C'est une formation qui est minimum 3 ans d'études. Donc, voilà, ce sont des gens vraiment spécialisés sur la motricité en général et la motricité fine en ce qui concerne aussi l'écriture. Et donc, en fait, la psychomotricienne, elle va intervenir, alors bon, ce n'est pas mon métier, mais elle va intervenir d'une manière très globale sur tous les problèmes moteurs,
mais elle va aussi intervenir, il y a le côté psy, donc elle va intervenir aussi sur, par exemple, comment gérer ses émotions, comment marcher. Enfin, je ne sais pas, des fois, on dit à certains enfants, mais tu ne marches pas correctement, essaye de marcher de manière moins nonchalante. Enfin, voilà, on fait des réflexions des fois sur la façon d'évoluer dans l'espace. Ça va être aussi un travail sur des actes moteurs du quotidien, genre faire ses lacets, être à l'aise pour tourner les pages d'un livre, être précautionneux avec des objets fragiles. Enfin, ça va être tout ça, en fait. Ça va être une rééducation vraiment globale. Moi, ce que je propose, donc la graphothérapie, c'est vraiment uniquement autour de l'écriture. Donc, on peut dire que c'est un pan très précis de la graphomotricité, mais c'est une des questions que je pose d'ailleurs quand les parents m'interpellent. Je demande, est-ce que vous avez déjà fait un bilan en psychomotricité? Et s'il s'avère qu'il y a déjà un bilan de fait, moi, je vais reprendre les éléments du bilan pour travailler précisément justement à partir des observations qui ont été faites par la psychomotricienne, parce que ça va m'aider à comprendre en fait l'organisation du geste graphique pour cet enfant. D'accord. Et voilà, ça permet d'avoir aussi l'avis d'une spécialiste. La formation en graphothérapie, elle est de quelques mois et elle permet, par exemple, dans le groupe de la formation que j'ai faite, il y avait 2 psychomotriciennes. Donc, en fait, c'est vraiment une formation précise dans un domaine, mais c'est pas une approche globale et clinique comme peut avoir la psychomotricienne. Ok, très clair. Et si on fait, pour conclure, même si ça va être une grosse conclusion sur l'écriture, on avait évoqué qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant. Donc là, on est vraiment dans ton activité à toi de graphothérapeute. J'ai un enfant qui a soit c'est moi qui l'ai remarqué, soit la maîtresse m'a dit quelque chose, soit j'ai une petite alerte sur l'écriture de mon enfant. Ou alors, je veux mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il n'ait pas de problème, justement, avec des guillemets, c'est pas très grave. Que faire avec mon enfant pour qu'il soit plus à l'aise? Et puis, ça va avec qu'est-ce que j'utilise comme matériel, comme stylo? Est-ce que je dois reprendre quand il tient mal son stylo? Voilà, tout ça. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu dans... Voilà, c'est ton domaine du quotidien. Ouais, alors bon, déjà, moi, ce que je préconise beaucoup, et les gens ont tendance à dire ah bon, mais enfin, ils sont presque déçus quand je sors cet outil que j'adore. C'est la pâte à modeler. Voilà. Donc, c'est en vente partout, chez Ikea notamment. Elle est très bien, la pâte à modeler de chez Ikea. Et en fait, la pâte à modeler, c'est assez magique parce que ça va permettre de faire à peu près tout. Donc, ça va permettre de travailler à la fois la motricité fine. Et en fait, l'idée de toutes les activités que vous allez proposer à votre enfant, c'est de renforcer ce geste-là, donc ce qu'on appelle la pince quand ils sont petits. Et puis après, en fait, l'enfant, il va avoir besoin de ces 3 doigts-là qu'on appelle le trépied dynamique. Et donc, c'est avec ces articulations-là, en fait, que l'enfant va apprendre à tenir son stylo et justement à avoir ce geste-là qui va permettre la fluidité du geste et le fait d'avoir une jolie écriture. Enfin, ce qu'on appelle une jolie écriture, c'est une écriture qui soit lisible de tous. Hein. Donc, les médecins pourraient faire des bilans graphothérapeutes parce qu'il y a un sujet. Ouais. Il y a du potentiel. Il s'explique ce sujet-là. Enfin, on en a parlé pendant la formation. Les études de médecine sont assez longues. Et en l'occurrence, les médecins, on va dire, des années antérieures au XXIe siècle, n'avaient pas la possibilité de prendre des notes avec les ordinateurs ou les tablettes qu'il peut y avoir aujourd'hui.
Et donc, voilà, ils étaient obligés de gratter, gratter, gratter pendant de nombreuses années. Donc, on suppose que c'est l'explication, en fait, de cette écriture aussi dégradée. Mais après, je ne sais pas s'il y a eu des études de fait plus récemment sur l'écriture des médecins qui ont fait leurs études, on va dire, au XXIe siècle. Est-ce qu'ils ont une écriture tout aussi dégradée? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Donc, jouons à, En tout cas, ce que je voulais dire. Jouons à la pâte à modeler avec nos enfants pour renforcer cette pince qui va permettre de bien tenir son stylo. voilà. Et donc, avec la pâte à modeler, bah, déjà, on peut s'entraîner à faire les lettres. Donc, les lettres en pâte à modeler. On peut aussi faire des boules, en fait, sans forcément utiliser tous les doigts. Donc, que l'enfant, en fait, apprenne vraiment à manipuler ces 3 doigts principaux qui sont utilisés pour le fameux trépied dynamique. Et puis après, bah, toutes les activités autour de ce geste-là, c'est-à-dire bah, les activités avec des perles, des activités, je ne sais pas, en pâte à sel, des activités même attraper des choses, attraper des cartes, attraper, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petits morceaux là qu'on pose sur un support, ça forme un dessin qu'on peut chauffer après. Les perles à chauffer, oui. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, toutes ces activités-là, en fait, qui vont obliger l'enfant à être précis dans son geste, sont des activités qui vont vraiment préparer au geste d'écriture. Et donc, au final, les Lego aussi, puisque quand on monte un petit Lego, il y a quand même plein de petits trucs qu'on doit. De toute façon, en fait, toutes les actions qui vont permettre la précision au niveau moteur, ça va aider par la suite à l'écriture, mais même au-delà, en fait, ça va aider peut-être à préparer un métier par la suite. Enfin, voilà, c'est important. C'est vrai qu'on est aujourd'hui à l'ère du numérique, mais c'est vraiment important que nos enfants sachent encore utiliser leurs mains, même s'il existe plein d'autres outils. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et puis, bah, après, il y a des petits jeux que moi, j'aime bien, qui sont, pareil, un peu désuets, mais c'est pas grave. Comme par exemple, ça, c'est vraiment ça s'emmène partout, c'est hyper facile et c'est hyper léger, c'est les Mikado. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit jeu tout simple et généralement, ils adorent. Et puis là, pour le coup, on travaille vraiment la motricité fine, la précision, le fait de faire attention, de compter des points aussi, parce que voilà, il y a tout un travail de calcul mental avec les Mikado qui sont intéressants. Et donc ça, à partir de 3-4 ans, on peut proposer de jouer au Mikado avec les enfants. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et puis, on peut continuer aussi au-delà. C'est-à-dire que c'est ça qui est important aussi. Il ne faut pas se dire, bah, c'est pareil hein, pour la lecture, il ne faut pas se dire, bon, bah, ça y est, maintenant, mon enfant, il sait lire, j'ai plus besoin de lui lire d'histoire le soir. Ça, c'est vraiment une erreur. Souvent, les parents, ils ont tendance, après, on va dire, aller jusqu'au CE2, jusqu'à 7-8 ans. Puis bon, après, c'est bon, maintenant, il sait lire, il se débrouille. Hein. Mais en fait, quel est le plus important dans le fait de lire une histoire? Bah, c'est peut-être quand même le moment privilégié avec son enfant qui va nous dire des choses, nous révéler éventuellement des inquiétudes de la journée. Voilà. Donc ça, c'est pareil, le dialogue avec son enfant, le fait de raconter sa journée, mais pas seulement alors, t'as eu quoi comme note? C'est souvent un peu voilà, l'obsession des parents. Est-ce que tu as eu des bonnes notes? Est-ce que la maîtresse était contente? Voilà. Mais bon, il faut essayer de relativiser un petit peu aussi en écoutant son enfant, s'il a envie de raconter ce qui s'est passé pendant la récréation, s'il y a des problèmes avec ses camarades, si quand la maîtresse explique un truc, il ne peut pas écouter parce que machin ou truc n'arrête pas de parler en même temps. Enfin voilà, il faut vraiment prendre en compte tout ce qu'il raconte et puis lui laisser un espace de parole. Donc, si c'est pas en rentrant de l'école, si c'est pas au moment de manger, parce que pour des raisons X ou Y, vous n'avez pas toujours la possibilité de le faire, justement, le moment de s'endormir, ça peut être un moment d'échange avec son enfant
Et juste pour la petite histoire, euh, je pense à des parents qui s'interrogeaient sur l'intérêt de lire l'histoire à un enfant plus grand qui était demandeur, donc un adolescent. Et en fait, voilà, ils ont fait l'expérience de... Donc l'enfant était en blocage de lecture et de fait ne rendait pas ses travaux parce qu'il n'arrivait pas à lire tout seul. Donc moi, je leur ai donné le conseil de lire l'histoire, enfin le livre de l'école avec leur enfant pour lui permettre justement d'accéder à la compréhension de cette histoire et de suivre en cours, parce que dès lors que le livre n'est pas lu, l'enfant ne peut plus suivre. Et finalement, voilà, ça leur a permis de redécouvrir un moment vraiment privilégié avec leur enfant, qui était un peu dans l'hostilité parce que voilà, adolescence, etc. Et ça a permis à l'enfant de retrouver une certaine complicité avec le parent et finalement de se débrouiller sur une fiche de lecture ou sur un exposé, je me souviens plus ce que c'était, mais voilà, de raccrocher en fait au cours de français alors que il y avait en réalité sous-jacente une difficulté de lecture que l'enfant n'osait pas exprimer puisque il avait entendu depuis il avait à peu près 7-8 ans, de toute façon maintenant tu es grand, tu sais lire, donc tu n'as plus besoin de nous. Ouais, c'est dur dit comme ça, c'est vrai, je ne l'avais pas remarqué. Et très intéressant. Et en plus, en tout cas, chez les petits, et puis j'imagine que ça se prolonge. On sait que lire des livres à nos enfants, on le disait, hein, dès les premiers mois, même si au début, c'est des toutes petites histoires, même si au début, c'est que des images, enfin, raconter des choses avec des supports, notamment des livres, c'est aussi enrichir leur vocabulaire. Et il y a eu des études, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais des enfants à qui on a lu des histoires de manière quasi quotidienne versus des enfants qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des lectures de leurs parents ou en tout cas des pros qui s'occupaient d'eux. Et il y avait une disparité au niveau du vocabulaire qui était vraiment plus que significative. Donc vraiment, c'est un cadeau que vous faites pour le vocabulaire de vos enfants. Et en plus, comme tu disais, le lien et le moment précieux qu'on passe avec son enfant a quand même pas de prix. Enfin, moi, je sais que j'adore ce moment avec mes enfants. Et, je pense que c'est vraiment à utiliser. Après, est-ce que quand ils grandissent, des moments avec des petits jeux de société, tu vois, peut-être l'histoire s'ils sont plus trop en vie. Nous, je sais qu'en tout cas, avec le grand à la maison, il a 11 ans et on est passé au jeu. Et c'est vrai qu'on aime bien se faire un petit jeu de société le soir, ce qui permet aussi de libérer la parole, qu'ils nous disent des choses. Mais c'est vrai qu'on n'a plus trop l'histoire pour le coup. Oui, bon, après, voilà, adapter aussi en fonction de chacun. Mais c'est vrai que, bon, là, c'est plus vraiment notre sujet, mais je pensais au fait que les écrans, maintenant, sont quand même très présents dans les foyers, dans les familles, dans les relations parents-enfants. Et je fais une intervention avec une association, là, justement, sur les écrans. Et tu parlais de retard de langage. Voilà, c'est... En fait, on ne peut pas remplacer un parent qui parle à son enfant. En aucun cas, une tablette ou un ordinateur ou une télé ou un téléphone ne peut remplacer cette qualité d'échange. Donc, c'est la même chose pour apprendre à parler, mais aussi pour apprendre à lire. C'est-à-dire qu'un enfant qui entend son parent lire, mettre le ton, c'est aussi un enfant qui se prépare à lui-même devenir lecteur en mettant le ton. Et en fait, il est en train de construire aussi la langue, c'est-à-dire il est en train de construire la syntaxe, il est en train de construire la différence, par exemple, entre tous les adverbes qui se finissent en ENT et la conjugaison à la troisième personne avec ENT. Souvent, les enfants qui n'ont pas l'habitude de lire, ils font cette erreur-là. Voilà, enfin, c'est vraiment un ensemble et on ne peut pas voilà, dire bon, ça, on le met de côté et ça, c'est plus important. En fait, c'est un accompagnement au quotidien qui permet d'avancer globalement pour traverser cette longue période qui est la scolarité.
Je veux bien que tu nous dises où est-ce que tu interviens, parce que si des gens nous écoutent le jour J, peut-être que ce sera après. Je ne sais pas quelle est la date de ton intervention. Alors, en fait, comme on est en différé, c'est demain, donc c'est pas demain dans le cadre du sommet. Ok, d'accord. Donc, ce sera passé, malheureusement. Mais j'aurai peut-être une autre date, auquel cas je te le dirai. Ok, n'hésite pas. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour s'il y a des parents qui nous ont regardés et qui ont besoin d'être accompagnés? Euh, Où est-ce que j'ai mon cabinet? C'est ça? Donc, j'ai un cabinet à Charenton-le-Pont, pardon, dans le Val-de-Marne, à côté de Paris, à côté de Paris 12. Et ponctuellement, j'interviens aussi à Brie-sur-Marne à peu près une fois par mois dans le cadre d'un cabinet aussi. Ok, Je partage. super. Est-ce que tu Voilà. as autre chose à rajouter avant qu'on conclue cette intervention? Bah, éventuellement, j'avais préparé quelques petits bouquins à vous présenter, mais je ne sais pas si j'ai du temps. Vas-y, montre-nous. Alors, donc, il y en a un qui est vraiment mon chouchou, qui a une nouvelle. Bon, alors, c'est Mon enfant est différent. Le guide et les outils indispensables pour l'accompagner. Donc, c'est Fabienne Henry, c'est une enseignante référente avec qui j'ai travaillé de nombreuses années. Et en fait, là, il y a une nouvelle version. Donc, Mon enfant est différent, c'est l'ancienne version, mais la nouvelle version, c'est Guide du parcours scolaire de l'enfant différent. Donc, voilà, elle a changé un tout petit peu le titre. Et D'accord. bien sûr, elle a actualisé le contenu. Mais ça, c'est vraiment très, très bien. C'est très bien fait, c'est très précis, ça va à l'essentiel, c'est pratico-pratique. Voilà. Bon, après, il y a cette série que j'aime bien aussi. Donc, je vous montre les trois en même temps, comme ça. Ils ont décliné à peu près tous les troubles qui existent au niveau des troubles d'apprentissage. Donc, voilà, la dyslexie, aide aux 10. Donc à chaque fois, c'est 100 idées donc pour accompagner l'enfant. Donc là, c'est l'enfant avec autisme, mais ça peut être aussi l'enfant dyscalculique, l'enfant dyspraxique, etc. Donc, Donc ça, c'est un que accessible pour j'aime- les parents, on est d'accord? C'est pas que pour les pros. C'est-à-dire les ah oui, parents. non, c'est pour les parents. Oui, c'est pour les parents. Ok, super. Un que j'aime beaucoup aussi, qui est très bien fait, c'est sur le TDAH, donc trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc là, c'est vraiment un guide pratique. Donc celui-ci, il est aussi intéressant. D'ailleurs, c'est le même éditeur que les 100 idées. Et un que j'aime beaucoup aussi, en fait, je les aime tous. Avec lui, c'est compliqué. Vivre avec un enfant précoce, l'aider à grandir et à réussir. Donc celui-ci, il est vraiment super bien fait. J'aime beaucoup aussi. Avec des illustrations, voilà, comment faire avec la clé pour voilà, trouver des solutions dans la vie de tous les jours quand il y a des problèmes avec des émotions un peu débordantes, etc., des colères. Et puis, celui-ci, il est un peu officiel. Enfin, voilà, c'est le docteur Louis Vera, si vous connaissez. C'est un peu le spécialiste sur Paris du TDAH. Et donc, c'est tous précoces, tous hyperactifs, vraiment, point d'interrogation. Et si nous passions à côté des vrais problèmes de nos enfants, donc c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on est dans une période où on a tendance à faire beaucoup et très vite des tests, essayer de poser des diagnostics sur les situations des enfants. Et comme je vous disais au tout début, l'important, c'est aussi quand même avant tout d'observer son enfant, de l'accompagner et de lui laisser du temps Ok. avant de faire toute une batterie de tests. Et sur la partie avec lui, c'est compliqué, le livre que tu as évoqué, c'est vraiment pour les enfants, c'est plutôt sur la partie au potentiel intellectuel ou Oui, c'est vraiment sur l'enfant précoce, oui. L'enfant précoce avec des troubles associés parce que la précocité homogène, elle est quand même assez rare, hein. Il y a souvent enfin, voilà, ce qu'on appelle un profil hétérogène avec des troubles associés. Donc, ça peut être, par exemple, des enfants hyper intelligents, mais qui ont une dyspraxie ou qui sont dyslexiques. Enfin, voilà, il y a souvent des troubles associés.
Et juste parce que je suis formée sur cette partie-là, c'est intéressant de faire un bilan sur des enfants quand on a des doutes au niveau potentiel, mais c'est vrai qu'un enfant, en tout cas c'est ma posture, qui n'a pas de difficulté, où il n'y a pas de problème, où ça va bien à l'école, faire un bilan au potentiel pour avoir l'étiquette, ça a peu de, enfin, à mon sens, ça a peu d'intérêt tant que tout va bien en fait. C'est compliqué, je trouve, on étiquette vite, c'est ce que tu disais un peu les enfants. Ouais. Et je trouve ça gênant. Enfin, si tout va bien, bah, et qu'on est dans l'observation, dans l'échange, dans le dialogue, enfin, je pense qu'il faut qu'il vive sa petite vie d'enfant et puis que peut-être un jour il aura besoin de faire un bilan, mais ça sert à rien de venir les étiqueter très tôt. Je trouve que On est d'accord. On est absolument d'accord. laissons-les vivre avec leur insouciance et leur petits cailloux, leur boue. Bref, c'est très bien comme ça. En tout cas, merci Karine, c'était super intéressant. Avec plaisir. Vous trouvez le site de Karine sur le site du sommet. Si vous cherchez sa photo, vous avez le site de Karine pour avoir plein d'infos et pouvoir la retrouver, lui poser vos questions. S'il y a des questions suite à cette intervention, n'hésitez pas. Elle vous répondra avec plaisir. Et Karine, je te dis à très bientôt et au revoir tout le monde. Merci. Merci Lucille. Au revoir.